Alors pourquoi la thérapie cellulaire de la cellule bêta? En effet, il existe plusieurs formes de diabète, le diabète de type 1, le diabète de type 2, mais le point commun, c'est l'insuffisance dans la masse fonctionnelle de la cellule bêta, et notre objectif principal, c'est de protéger la masse cellulaire bêta, et pourquoi pas remplacer, voire régénérer les cellules bêta. Alors, les panoramas des traitements du diabète de type 1, on en a vu depuis hier et depuis cette matinée. Il y a le traitement standard en multi-injection, la pompe sous-cutanée, parfois avec l'autosurveillance glycémique. Et dans les situations difficiles, comme on l'a vu, la pompe, parfois couplée à un capteur. Et en effet, dans les situations d'échec, ça devient un peu plus difficile. Il y a la boucle fermée, le pancréas artificiel, Diabloop, mais aussi la greffe pancréatique et parfois la greffe cellulaire bêta. Alors, quel est le début de cette belle histoire? En effet, sur les rongeurs, en 1970, on a eu la première greffe d'îlot. Mais c'est à Minneapolis que la première greffe d'îlot a vu le jour. Et en France, c'est le professeur Jean-Jacques Altman qui a débuté la greffe en 1980, avec une première transplantation réussie à Paris. Mais il a fallu vraiment attendre l'équipe canadienne d'Edmonton qui a mis un protocole qui a été élaboré en termes d'immunosuppression, puisqu'avant on utilisait de la corticothérapie, et depuis les années 2000, bingo, on n'utilise plus de corticothérapie, on utilise des immunosuppresseurs qui sont un peu plus légers. Et donc, c'est sur ce protocole que l'équipe lilloise a vu apparaître le premier essai pilote, qui est le premier essai clinique de la greffe d'îlot, et on a greffé le premier patient en 2003. En 2019, on note à Lille 80 patients greffés, mais dans le monde, 17 000 patients diabétiques de type 1 greffés et 500 dans le CITR. Alors, quelles sont les 3 étapes principales de cette thérapie cellulaire? Comme pour toute greffe, on a besoin d'un donneur de pancréas, puis on isole les îlots à travers une digestion des cellules exocrines, et quand on a une certaine qualité des îlots, avec des îlots qui sont principalement réactifs, on peut infuser l'îlot au niveau hépatique. Alors ici, on revoit un petit peu les étapes, et vous voyez ici le pancréas exocrine. On a besoin malheureusement de 2 à 3 donneurs de pancréas pour qu'on puisse avoir une insulino-indépendance. Alors la préparation d'îlots se fait dans un laboratoire en face de notre service, puisqu'on peut avoir, il nous faut 4000 îlots équivalents pour qu'on puisse injecter le patient. Vous avez vu, avec un volume le plus bas possible, moins de 0,15 ml kg, et des infusions séquentielles 2 à 3 en 3 mois. Alors, on installe le patient, c'est une petite laparotomie au niveau de la fosse iliaque droite de 4 cm. On cathétérise la veine porte, donc ça se fait de manière radiologique. Et puis, le moment de la vérité qu'on attend après toutes ces étapes, c'est l'injection de ces petits îlots que vous allez voir ici s'injecter au niveau de la veine porte hépatique. Et c'est vrai c'est un moment émouvant pour nous tous, parce que ça passe, pour arriver à cela, on passe par tout un effet de conditionnement, de procédures radiologiques, etc. L'infusion se fait en 20 minutes avec un repérage, après repérage échographique, et puis un contrôle échographique pour éliminer la principale complication, qui est la thrombose de la veine porte. Alors, quelles sont les indications? Quels sont les patients qui sont candidats à cette thérapie cellulaire, à cette greffe d'îlot? Premièrement, on a les diabétiques de type 1 greffés rénaux, puisqu'ils ont déjà une immunosuppression rénale. Donc, on profite de cette immunosuppression pour pouvoir faire une thérapie cellulaire de type îlot. Les patients qui ont des hypoglycémies non ressenties, surtout les comas hypoglycémiques, qu'on n'arrive pas justement à améliorer par la pompe sous-cutanée. Une instabilité du diabète, des diabètes instables, ou la dysautonomie. Alors, quels sont nos critères d'exclusion? C'est les dysfonctions hépatico-rénales, c'est-à-dire des diabètes compliqués. Le peptide C qui est détectable, nos patients doivent avoir un peptide C indétectable. Les âges extrêmes, moins de 18 ans, plus de 65 ans, parce que c'était dans le cadre d'un essai pilote. Ce n'est pas parce que les patients de super 65 ans sont âgés, mais c'est surtout que c'était dans le cadre d'un essai. Le désir de grossesse, et puis les poids supérieurs à 80 kg, ou les patients qui ont une insulinorésistance avec une dose insulinique journalière de plus de 1 unité kilo par jour. Alors, donc on a en fait dans nos études et dans nos patients greffés 2 types de patients. Les patients qui ont été transplantés en association à une greffe de rein, ce qu'on appelle les IAK ou les SIK, simultanés avec le rein ou après rein, ou les transplantés d'îlots seuls pour les patients souffrant d'un diabète justement instable qui n'ont pas d'autres greffes. Alors, quels sont nos résultats en termes de survie de patients, en termes de fonction du greffon et en termes d'insulino-indépendance?
Alors en survie, nous avons eu depuis 2003 2 décès sur les 80 patients greffés. Alors c'était des décès, c'est des patients qui avaient quand même pas mal de comorbidités. Et puis il y a un patient qui est décédé d'une infection nosocomiale. Alors en termes de fonction primaire du greffon, alors en greffe d'îlot, le critère d'évaluation de cette fonction primaire du greffon, c'est le bêta-score. C'est un score qui a été établi sur 4 critères: la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, la dose d'insuline et le peptide C. Quand on a un bêta-score supérieur à 6, ben on a une fonction de greffon qui est très bien, avec une greffe réussie, puisqu'on aura de l'insulino-indépendance. Alors, un bêta-score qui est supérieur à 3, même si on n'est pas supérieur à 6, et ça c'est très bien pour nos patients, parce que même ceux qui n'ont pas une insulino-indépendance ou qui perdent cette insulino-indépendance gardent un peptide C détectable. Et vous le savez très bien, quand on garde un peptide C détectable, ben on améliore les hypoglycémies, on améliore les ressentis d'hypoglycémie, et ça améliore la qualité de vie de nos patients. Alors en termes de résultats, donc je vous ai mis les derniers résultats en termes, donc en 10 ans. Alors en termes de peptide C, vous avez vu qu'on garde à peu près 80% de peptide C détectable à 10 ans de greffe. Et en termes d'insulino-indépendance, à 5 ans, on a à peu près 50% de patients qui restent insulino-indépendants, et à 10 ans, 22%. Alors sur la disparition des hypoglycémies, comme je vous l'ai dit, c'est très lié au niveau de peptide C. Donc regardez, que ce soit dans le protocole canadien Edmonton ou dans le GRACIL, qui est le centre national français qui relie les greffes d'îlot, ben, on a une diminution du score hyposcore avec une amélioration des hypoglycémies. Et vous voyez sur la stabilité glycémique, on a vraiment des patients qui deviennent très stables, et ça change la vie de nos patients DT1. Alors sur la durée justement d'insulino-indépendance, de vie sans insuline, ici les résultats mondiaux du CITR, et donc on voit qu'on s'est amélioré, qu'on était à 3 ans à 27%, puis 37%, puis sur les derniers qui ont été publiés jusqu'en 2010, c'était 44%, vous allez voir sur les derniers, on est beaucoup mieux. Alors qu'en est-il de la balance bénéfice-risque à long terme? Qu'en est-il quand on compare la greffe d'îlot aux autres traitements du diabète de type 1, notamment la pompe par exemple, ou en termes de complications? Alors vous voyez ici îlot versus traitement intensif, c'est-à-dire basal bolus chez nos patients. Ben, en termes d'HbA1c, la greffe d'îlot permet un meilleur équilibre d'HbA1c. Elle permet une moindre progression de la rétinopathie chez nos patients. Donc sur cette étude-là, il y a eu une moindre progression du déclin de la fonction glomérulaire, il n'y avait pas eu de progression rétinienne, avec une préservation de la fonction rénale associée. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on utilise des immunosuppresseurs, notamment du tacrolimus et du sirolimus, comme vous le savez, qui peuvent être néphrotoxiques. Donc le fait de ne pas avoir un déclin dans notre fonction rénale est déjà un bon atout dans la greffe d'îlot. En termes de neuropathie, on améliore la neuropathie sensitive de nos patients greffés. Et en termes donc, de derniers résultats, ça c'est l'essai Trimeco qui a été publié dans Lancet Endocrinologie en 2018. En termes de résultats, on a une amélioration du bêta-score qui est supérieur à 6, du peptide C qui devient détectable, de l'HbA1c avec une amélioration justement de l'équilibre glycémique, et disparition des comas hypoglycémiques, et surtout une amélioration du score hypo. Alors, en termes comparaison traitement par insuline, pompe, versus transplantation d'îlot. En blanc, vous avez la transplantation d'îlot, donc la greffe cellulaire, et puis ici, vous avez en noir la pompe à insuline intrapéritonéale. Vous savez qu'elle est un peu plus efficace que la pompe sous-cutanée. En termes d'HbA1c, de glycémie, il n'y a pas photo. Maintenant, bien sûr, tout n'est pas rose. On a 3 fois plus d'effets secondaires, puisque nous avons des traitements immunosuppresseurs. Alors quand on compare à la greffe de pancréas, est-ce que c'est mieux de greffer les îlots que le pancréas? La réponse est oui, puisqu'on est aussi bien efficace à 5 ans au niveau des résultats, et on est moins morbide, avec beaucoup moins d'effets sur la mortalité et la morbidité que la greffe de pancréas. Alors maintenant, il y a des effets secondaires liés à l'immunosuppression précoce, comme je vous ai dit, la baisse de la fonction rénale, mais surtout, comme toute immunosuppression, les AFT,
l'anémie, les leucopénies, les diarrhées, les troubles neurologiques qui peuvent être liés justement juste à l'immunosuppression. Et tardif, ça peut être la toxicité, le risque de cancer secondaire qui peut être soit lié à l'immunosuppression tardive, surtout chez les patients qui ont une greffe rénale associée. Alors maintenant, la thérapie cellulaire bêta, est-ce un mythe ou une réalité? Vous avez vu que c'est possible, que l'insulino-indépendance, en termes de résultats, on est efficace. Il y a quand même 20 à 25% à 10 ans d'insulino-indépendance, un meilleur contrôle métabolique, des résultats similaires à 5 ans que la transplantation du pancréas et des effets favorables sur les complications micro-angiopathiques, neuropathie sensitive et rétinopathie. Alors vous avez vu, donc les résultats sont quand même formidables. À Lille, on a les meilleurs résultats mondiaux par rapport à Edmonton et au CITR. Mais maintenant, nous avons aussi des soucis sur, comme toute cellule bêta, l'hypoxie de cette cellule bêta. Vous savez, quand on greffe la cellule bêta, on a 50% de destruction au moment de l'injection. La lipotoxicité, l'auto- et l'alloimmunité, l'inflammation, et puis les effets secondaires du traitement immunosuppresseur. Justement, les perspectives de cela, c'est d'améliorer la greffe de cellules, soit en termes de sites alternatifs, ça peut être le muscle, par exemple, au lieu de l'hépatique. Et puis, ensuite, on peut améliorer également les expertises thérapeutiques sur la macro-encapsulation et la micro-encapsulation pour améliorer l'immunosuppression. Parce que le problème du DT1, c'est l'auto-immunité. Et donc, du coup, en permettant de mettre des cellules bêta dans des macrocapsules, dans des chambres, peut-être qu'on va améliorer justement l'accès et des anticorps à ces cellules et éviter les rejets aigus et chroniques. L'autre chose qui se voit dans les perspectives, c'est nous avons un problème, c'est que le recours au pancréas est difficile, encore plus que les autres organes. Nous avons besoin de 2 à 3 pancréas pour une seule greffe. Et donc, du coup, c'est aller vers d'autres cellules autres que la cellule bêta, justement, les cellules souches hématopoïétiques, les iPS, les cellules alpha, les cellules acinaires ou les hépatocytes. Donc je termine rapidement sur les cellules souches. Vous savez qu'elles ont 2 types, capacité de taux renouvellement et de différenciation. Et puis de plus en plus, nous avons les iPS. Ça a permis le prix Nobel de Shinya Yamanaka en 2012, puisqu'il a permis à partir de fibroblastes de différencier des cellules sécrétrices en insuline, des cellules des iPS, et ces iPS vont pouvoir se différencier en tout type de cellules. Et quand on les met, quand on demande si elles sont potentiellement efficaces, est-ce qu'elles sécrètent de l'insuline, la réponse est oui, parce que quand on se base sur l'histogénèse pancréatique, on peut produire des cellules insulino-sécrétrices. Maintenant, ces cellules sécrètent de l'insuline in vitro. Quand on les met dans les souris nodes, elles permettent justement d'équilibrer un diabète et même de guérir un diabète. Mais le problème, c'est que in vivo, pour l'instant, nous n'avons jamais eu de cellules qui ont pu sécréter de l'insuline de manière assez pulsatile en dehors de la cellule bêta. Et donc, c'est le projet VIACIT, c'est l'équipe canadienne de Kevin Damour, qui a permis le premier essai clinique chez l'homme avec des progéniteurs pancréatiques endodermiques encapsulés, dérivés de cellules souches embryonnaires, et après transplantation, on a permis l'expression des marqueurs de la cellule bêta, des J13 de transplantation, la cellule bêta. Il y a une cellule, en tout cas, qui ressemble à une cellule bêta et qui sécrète des marqueurs de différenciation de la cellule bêta. Maintenant, la preuve de fonctionnalité est liée, puisqu'on voit que quand on les stimule, elles sécrètent de l'insuline, elles sécrètent même du glucagon. Et en effet, le premier homme qui a été implanté, c'était en 2015. Nous avons eu 10 patients pour évaluer la sécurité et efficacité. Et malheureusement, depuis, aucune nouvelle. Donc ça veut dire quand même qu'on n'a pas eu de résultats efficaces sur ce système de VIACIT des cellules souches. Maintenant, les cellules pluripotentes sont-elles toutes équivalentes? La réponse est non, puisqu'elles dépendent de l'âge du tissu source. Il y a des problèmes épigénétiques, il y a des problèmes d'instabilité génétique et de niveau de manipulation qui restent complexes. Donc la fonctionnalité à long terme se pose quand même pour ce problème de cellules souches et de cellules iPS. Alors récemment,
et je finis sur la cellule alpha, la question c'était est-ce qu'on pouvait reprogrammer une cellule alpha à devenir une cellule bêta. Et ça, c'était l'équipe de Colomba à Nice qui a permis de faire d'excellentes études sur le facteur de transcription qui va permettre à une cellule alpha, quand on lui met un PAX4, à se différencier en cellule bêta. Alors, quand on mettait ça chez le zébrafiche ou chez la souris, ben, il y a un remplacement cellulaire bêta qui a été démontré. Pareil, la question qui s'était posée par l'équipe de Colomba, est-ce qu'il y a un composant chimique qui pouvait faire cette transformation? Donc, beaucoup d'études se sont faites sur le GABA, et le GABA avait permis justement, dans certaines études, de transformer et de faciliter cette différenciation de la cellule bêta, de la cellule alpha en cellule bêta, et quand on l'intégrait chez une souris, ben la souris guérissait de son diabète. Et cette transformation était rapide, était spectaculaire. Ça lui a valu plusieurs rédactions dans les Cell Métabolisme, mais des controverses en 2018, puisque d'autres équipes n'ont pas pu avoir les mêmes résultats. Et donc la question aujourd'hui du GABA reste en suspens. Donc, vous voyez que programmer une cellule bêta, c'est pas facile. La route est droite, mais la pente est forte, puisque on a pas mal de choses dans les recherches, dans les équipes de recherche. Tout le monde essaye de chercher ces cellules bêta qui va pouvoir nous guérir nos diabétiques. Mais pour l'instant, la seule source de cellules bêta qui reste aujourd'hui fonctionnelle reste la thérapie cellulaire. Je passe sur la réplication parce que j'ai pas le temps, mais les avantages justement de la reprogrammation, ça reste la régénération, l'utilisation de cellules faciles, mais la fonctionnalité réelle à long terme n'est pas évidente à mettre en évidence. Alors maintenant, la thérapie cellulaire, qu'est-ce que le futur nous cache? Est-ce que ça restera la cellule bêta, la greffe d'îlot et de plus en plus de recherches sur les capacités de macro-encapsulation, de micro-encapsulation pour protéger ces cellules bêta de la destruction qui se fait très rapidement après la greffe? Et puis où est-ce que c'est les cellules souches, les iPS, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment quand même des difficultés de programmation. Alors aujourd'hui, en 2019, voici les équipes qui font la greffe d'îlot dans le monde. Donc vous avez vu l'équipe canadienne, puisque c'est l'équipe qui a permis au protocole d'Edmonton de voir le jour. Et puis aujourd'hui, grâce à l'essai Trimeco, on a la sécurité sociale qui va rembourser à partir de 2020 en France la greffe d'îlot comme étant un soin et non plus un essai clinique. Je vous remercie pour votre attention et puis je reste à disposition pour des questions.